Frelonke est un don au moins lui seul 4 professeurs agrégés. Il faudrait donc retenir que le docteur Frelonke est un professeur qui connaît et qui maîtrise donc la matière. Ils étaient donc invités plutôt dans l'un des émissions donc à la télévision de l'une des chaînes de Monsieur Biya, la CXTV, qui est donc la meilleure chaîne donc du Cameroun. Dans ce studio, nous accueillons donc Frelonke qui a donc décidé que Biya, le vieillard, doit donc aller donc se reposer et laisser ceux qui pourront donc diriger la présidentielle diriger. Nous l'écoutons dans ce studio. Avoir acheté sur aucune base sur cette chaîne politique. Il m'a demandé pardon après. Est-ce que monsieur Biya bien? Voilà. Donc, cet environnement doit être complètement repensé. Mais la question que je pose à vous autres, les sénateurs, les chers collègues, comment pouvez-vous comprendre qu'en 43 ans, vous pouvez signer une motion de soutien ou quoi, la candidature pour un vieillard qui a 93 ans et qui, pendant 43 ans, a l'esprit comme ça. C'est la question fondamentale qu'on se pose. Quel est votre rôle fondamentalement aujourd'hui dans une société en décrépitude? Seulement c'est louanger. En fait, nous sommes, nous, universitaires, devenus l'obstacle épistémologique. Vous allez démêler. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes devenus un obstacle à la science. Et le fait d'interdire aux gens de critiquer, le fait de vouloir museler, le fait de vouloir crier aux gens comment ils doivent parler, ça vous enlève le droit de revendiquer le statut d'universitaire. C'est une démocratie libérale. Donc, dans ces conditions, moi je vous invite, chers collègues, à rester. Parce que c'est la seule condition pour faire fuir les ténèbres, l'obscurantisme. Je vous invite prédateurs à être au service de l'évangile de l'enrichissement. L'enrichissement, ça suppose quoi? Ça suppose que on fait tout pour ne pas suivre les traces des griots. Ces gens qui parlent beaucoup fort, qui parlent avec le bon français, c'est des griots. Le griot, c'est quoi? C'est lui qui chante seulement, il ne veut pas savoir si c'est bon ou c'est mauvais, il chante les louanges. Parce qu'il sait qu'à partir de là, le roi va le considérer et il va lui donner lui jeter quelques graines de maïs. Donc, il est inadmissible, à mon sens. C'est une trahison des principes des franchises universitaires que des individus, pour les besoins de la panse, pour les besoins du rayonnement personnel, pour des besoins de flatter, de flagornerie, de l'arbinisme, se décident, déterminent à ne jouer que le rôle de mendiant, à ne jouer que le rôle de vil serviteur d'un prince inexistant. Il faut revoir votre attitude et dire au ministre Famidongo qui vous a envoyé ici. S'il ne peut pas faire la recherche, normalement, vous me parlez, je crois que c'est 5 milliards par... 5 milliards par... Attends, c'est 5 milliards par trimestre qu'on doit payer. Et ça 17 milliards, pas 5, c'est 17 milliards de primes trimestrielles pour les 6813 enseignants des universités. C'est ce que vous voulez. Mais c'est pas comme ça qu'on organise la recherche. Ça, c'est comme les suppléments, les compléments salariaux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la recherche. Il faut arrêter votre manipulation, monsieur. Avant de traiter cette question-là, je voudrais d'abord que les uns et les autres observent, y compris surtout les téléspectateurs, que chaque fois que je suis dans un plateau, on fait tout pour me ruiner mon temps, pour donner aux autres. Et que lorsqu'on est venu, on dit non, parle quand même, et en me faisant pression. J'ai décidé donc à l'instant que j'ai fait d'abord 3 mois, je suis plus dans. Retenez ça. Parce que c'est la même chose qu'on fait à Canal 2, c'est la même chose qu'on fait ici. Tout le monde le voit. Et tellement les gens viennent en inbox pour dire que je décide maintenant là, que 3 mois je vais d'abord me reposer. Bon, je voudrais que je gagne en temps, toi tu veux parler. Moi ça, si je veux pas, tu prends mon parole, tu parles. Je voudrais dire, mais je veux aussi, après avoir dit cela, qui sera respecté, je reviens peut-être en juillet, août, je voudrais dire quelque chose de fondamental. Monsieur Bonnet, Philippe, vous nous manquez. Vous nous manquez. Je sais. Mais bon, je voudrais dire, parce que nous connaissons un peu, nous sommes dans une démarche spéciale. La question de l'universitaire. Ok, c'est bon. Sa fonctionnalité, les enjeux de la société et
l'ambition que portent les dirigeants. Donc on ne peut pas parler de la politisation sans faire le procès de l'université. C'est imbriqué. Donc, je voulais d'abord faire cela. Parce que la question qu'on observe, c'est que, certes, on a dit que l'université devrait être politisée, mais ce qu'on vit, c'est la politisation à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte de péché ou de maux ou de maladies qui minent l'université et qui font soit prospérer la fausse politique, soit empêcher que la politique, la bonne, la vraie, où on forge les cerveaux, on dynamise la conscience, où on densifie l'intelligence des étudiants en œuvre. En ce sens, les grands dangers de l'université actuellement, c'est ça, ce communautarisme. Le communautarisme existe. Vous savez, il y a des universités où on ne nomme que les originaires de cet endroit. Ça veut dire qu'on dépolitise l'université. Il y a des endroits où il a parlé de ces histoires de sodomie, ces histoires de sectarisme, de corporalisme, de satanisme. Tout cela participe de la politisation de l'université à l'envers. Avant de continuer, je voulais dire quelque chose, M. Mbia. Quand vous venez ici fanfaronner, dire aux gens comme... Monsieur, laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Je n'étais pas interrompu. Je maintiens mon mot. Quand vous venez ici, tu m'empêches de parler. Non, mais je vais t'empêcher de parler pareillement. Parce que moi, je n'en ai qu'une. J'ai la liberté de dire. Il faut le dire. Il a dit pourquoi il le dit. Nous avons un devoir, mais sans la télévision. Parlez alors. Prenez votre parole et vous continuez. Qui vous donne le droit de dire aux gens ce qu'ils doivent dire? C'est comment de leur dire. Vous gardez la parole, Fred Lanquet. Vous venez censurer, on doit parler comme ça. Qui vous donne le droit de parler comme ça? Docteur. On a les références, ou même à l'international. Vous venez ici, vous venez visualiser. Nous avons juste un... Et on ne doit pas s'offusquer parce que on nous dit que non, on doit parler, je ne parle pas, vous n'avez pas que le peuple. Non, je vous en prie, soyons gentils. Et lui a été gentil, de dire aux gens qu'il y a une façon de parler, avec des petits mots, des villageois. Vous croyez que vous l'avez imposé aux gens? Pour respecter les gens, monsieur. Quel est l'environnement là dont on débat? Je ne sais pas comment vous faites, vous, pour mentir à haute voix. Et pour dire aux gens que nous devons faire ce que le président doit faire. Non, monsieur Mbia. On doit faire le contraire du vote parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et parce qu'il a trahi et l'université et le peuple camerounais. Je m'explique. Lorsque un monsieur arrive au pouvoir, 82, bon, le président Idjo lui dit quelques temps après d'aller le représenter pour, juste avant cela, le représenter pour le conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. Et c'est sa dernière fois qu'il a assisté à. Depuis 43 ans, il n'y a pas de conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique. C'est un crime. Et on me dit ici, on doit faire ce que le président dit. De quoi? Vous voulez caporaliser les gens jusqu'à quel niveau? Et il y a une façon que vous devez parler. Lorsqu'il y a un manque devant vous, et on doit se taire, ou bien on doit rentrer dans la coquille. Je vous rappelle, M. Mbia, qu'il y a deux conditions pour être université dans les mots. Être savant. Professeur Mbia. Monsieur Mbia, vous écrivez là-bas, je m'en fous de ça. Oui. L'université est devenue un anti-modèle. Voilà les anti-modèles de tout le monde. Des gens dont les seules références, c'est le titre, c'est le grade. Et c'est eux donc qui sont les vecteurs du désordre, des vecteurs de l'asservissement dans la société. La question fondamentale qu'on doit se poser, là maintenant, comment faire que l'université devienne le vecteur de notre accomplissement? Fondamentalement, comment les universités peuvent-ils travailler au progrès de notre pays et de l'humanité si l'université est ainsi détruite? Vous savez, voici un livre. Je remercie le Dr Moussi qui m'accompagne, Abel, qui m'a apporté un beau petit livre, Henri Michel, La barbarie. L'université actuelle est entre la barbarie et la destruction. Barbarie et destruction. Entre les deux binômes, barbarie et destruction. C'est ça. Parce que dans un monde qui a un tel taux de banditisme, même le banditisme intellectuel, parce que ce qu'on fait là, ce n'est pas des intellectuels, ce n'est pas des universitaires normaux, c'est des bandits. Des bandits qui sont à la quête d'un trésor. C'est pourquoi il s'agit beaucoup. L'université,
doit poser cette question. Comment naître de nouveau pour s'émanciper du conflit infâme de la routine, de la sottise et de l'immobilisme? C'est la question fondamentale. Est-ce que l'université peut naître de nouveau? Oui. Il faut qu'il y ait une réforme de l'université. Si en l'État, on ce vieux machin-là, comme ça, où on a des enseignements du Moyen-Âge, sans effort, il y a eu des gens qui ont proposé, même le CNES a proposé des choses. Mais tout ça est dans les coffres de la présidence. Parce que les gens ont, ces gens-ci, dont les compétences sont hypothétiques certainement, je ne parle pas vous dire peut-être, mais qui sont au cœur du pouvoir, ils n'ont pas besoin des citoyens engagés. Ils ont besoin des dociles, des bénis oui-oui. Or, un pays où le griotisme, appuyant sur rue, est condamné. Un pays où l'aventurisme que vous voyez là prévaut, où des gens ne le miel du pouvoir. C'est un pays perdu. Un pays où les chercheurs ne peuvent pas avoir, attendez, un pays où les chercheurs comme eux ne peuvent pas accepter, souffrir avec le peuple. C'est départir de tous ces petits carburants, tout ça. Qu'est-ce que ça peut devenir? C'est pourquoi ils parlent de politisation à l'envers. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est permettre qu'il y ait une réforme de l'université, justement. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est permettre qu'il y ait une réelle autonomisation de l'université, parce qu'ils ne peuvent pas gérer les cas comme nous. Et nous sommes nombreux. Les gars qui ont l'esprit affûté, les gars qui ont de la créativité, ils doivent soit les soumettre par la secte, soit les soumettre par le mysticisme, soit les soumettre par la peur. Et notre devoir, chers collègues, c'est sortir de cela, naître de nouveau. Ces appels incessants sont un crime par rapport au principe qui gouverne l'université. Je m'explique. Vous savez, notre office en tant qu'universitaire, c'est en quelque sorte disposer l'esprit de l'étudiant à créer, à inventer. Donc l'université est en fait le creuset d'une éveil des consciences. Et l'expérience que nous avons eue avec le discours que nous avons suivi au départ dans votre reportage, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, c'est une insulte au bon sens. Supposons que celui qui en parle, c'est un président de la République, peut-être de ce côté-là, je vais réduire, je vais diluer un peu mon propos en disant que c'est juste une contradiction. Mais au fait, c'est une insulte au bon sens. Parce qu'une jeunesse dépolitisée, c'est un danger pour la société. Donc je suis d'accord qu'on dise qu'il faut interagir en tant que porteur, en tant que lanterne, en tant que boussole. Parce que l'université a ceci de particulier, qu'il oriente en fond de vie une articulation entre le politique, c'est-à-dire que tout ce qui se rapporte à l'exercice du pouvoir, et la production du savoir. Pour produire du savoir, il faut aller considérer comment fonctionne la société. Mais en retour, la société fonctionne à partir des idées, des programmes, des priorités définies par le politique, par le président de la République dans notre cas. Donc, on est dans une posture où, en même temps, on doit assumer le devoir de citoyen, mais en même temps, produire les normes et les principes que devraient suivre et le politique et le citoyen. C'est-à-dire, en même temps, nous sommes donc, en fait, en danger vis-à-vis de nous-mêmes. Lorsque on engage les universitaires, après avoir dit que l'école doit demeurer aux écoliers et la politique demeurer rester chez les politiciens. Mais on voit tous les jours notre patron, notre grand patron, contre qui je n'ai plus d'animosité, il faut préciser. Quand on voit le grand patron... Le grand patron, quand on n'avait plus d'animosité. Le professeur Famino. Donc, d'accord. Quand on voit donc sa démarche... Il dit qu'il est plus fâché. Il était déjà fâché. La démarche avec laquelle il embrigade l'universitaire, les étudiants, à servir d'appât par rapport à ce qu'ils ont comme ambition personnelle. On se pose la question, est-ce que vraiment ils respectent ce que Biya lui-même a dit? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a vu dans les années 90, parce que justement le discours du président de la République, il faut le comprendre, parce que le discours du président de la République, c'est qu'il a compris que
la contestation doit être neutralisée. Avec les années de braise. Vous êtes presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la